Bienvenue dans le podcast des ambitieux, le podcast qui t'aide à réussir dans un monde qui change grâce à l'entrepreneuriat, au développement personnel et aux opportunités du web. Dans cette émission, comme tu le sais, on parle d'entreprendre, on parle de start-up, on parle aussi de coaching, de lifestyle et des opportunités du nouveau monde pour accélérer tes résultats et te lancer dans la vie qui t'active. Alors c'est parti! Salut, c'est Hubs, j'espère que tu as la forme et que tes projets avancent. Aujourd'hui, je voulais te parler d'entreprendre et plus exactement, je voulais te donner les 7 étapes pour créer ton entreprise en 2018. Alors être entrepreneur, tout le monde en est arrivé au moins une fois, surtout ces dernières années avec les success stories des startups de la Silicon Valley, tous les copains qui entreprennent, les films d'Hollywood. Enfin, l'entrepreneuriat a vraiment le vent en poupe et d'ailleurs, on estime qu'on sera 20% à travailler en freelance en 2020 en France et près de 50% aux États-Unis, donc c'est assez énorme. Et donc, quand on pose la question aux plus jeunes, quand on pose la question aux étudiants, 78% des étudiants en France disent vouloir un jour créer leur entreprise. Et en 2015, pour info, on a compté plus de 525 000 créations d'entreprises en France. Donc c'est un chiffre qui est en augmentation. Et il faut savoir que sur 10 entreprises créées, il y en a 9 sur 10 qui sont des micro-entreprises. Donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment un changement de paradigme. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir entrepreneurs. Et pourtant, c'est pas encore tout le monde qui ose franchir le pas et peut-être que toi aussi tu es dans cette situation. Peut-être que toi aussi tu rêves de devenir entrepreneur, d'être libre de ton temps, de travailler sans patron. Peut-être que tu aimerais créer ton entreprise mais que tu ne sais pas par quoi commencer ou peut-être que tu as un super projet mais que tu oses tout simplement pas te lancer. Eh bien, c'est pas de ta faute, c'est normal parce qu'entreprendre, c'est avant tout plonger dans l'inconnu. C'est le royaume de l'incertitude et c'est forcément quelque chose de très challengeant et oui, ça fait peur. Donc on sait pas vraiment où on va, on avance sans cadre, sans repère, on n'a plus de patron, on n'a plus de reconnaissance, on a peur de faire des erreurs, on a aussi peur d'être critiqué ou encore pire, on a peur d'échouer et de devoir reprendre un emploi salarié, d'avoir des dettes, de perdre son rêve. Enfin, il y a plein de raisons qui fait qu'on a souvent peur de se lancer, peur de démarrer. Pourtant, en France aujourd'hui, les barrières à l'entrée ont sauté les unes après les autres, notamment sur le plan juridique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à te parler un petit peu des 7 étapes que tu vas pouvoir mettre en place si tu rêves d'entreprendre en 2018 pour enfin oser te lancer. Parce que finalement, c'est une peur qu'on a tous de se lancer, et finalement, je pense que la seule solution qu'il y a à ce problème, c'est de démarrer en fait. Parce que cette peur, elle nous empêche de créer notre entreprise, elle nous empêche de concrétiser nos projets, elle nous empêche de faire plein de choses dans notre vie au quotidien. La peur, moi je dis souvent que la peur, c'est un peu le verrou du changement, et que si on arrivait à enlever nos peurs, finalement, on pourrait accomplir tous nos projets, tous nos rêves. Et finalement, donc la solution au problème, elle est simple, il faut démarrer. Parce que l'action, ça enlève tous les doutes et la seule façon de vraiment lancer son entreprise, finalement, c'est de la lancer. Et donc, dans ce podcast, aujourd'hui, je voudrais te présenter 7 étapes à suivre. 7 étapes très simples que tu peux suivre sur 7 jours pour devenir freelance ou pour essayer de vivre de ta passion, pour tester un projet. En tout cas, pour oser créer ton entreprise en 2018. Alors, la première étape, déjà, avant toute chose, comme on ne sait pas trop où on va quand on lance sa boîte, on a plein d'idées et autres. La première étape, pour moi, c'est déjà de clarifier son projet d'entreprise. Donc, avant de démarrer, c'est de prendre le temps de clarifier son projet et de définir aussi une vision qui t'inspire ton entreprise. De te dire, finalement, si dans 5 ans, dans l'idéal, ma boîte, elle était au top du top, elle serait comment? Si je devais la vendre à des Américains pour plusieurs millions dans quelques années, comment elle serait ma boîte quand je la céderais? Et te projeter comme ça, d'avoir cette vision-là, ça va t'aider déjà à te fixer des objectifs et des étapes à court terme, et puis ça va beaucoup te motiver, ça va te donner envie de te lever même la nuit pour travailler sur ton projet. Et en effet, plus tu seras clair sur le résultat que tu veux atteindre et l'entreprise que tu veux construire, moins tu vas perdre de temps en réflexion au quotidien. Tu sais, quand tu passes un peu ton temps au quotidien à procrastiner, à commencer quelque chose, à pas le finir, à noter des trucs sur un bout de papier, plus tu vas être clair sur la vision que tu veux avoir, plus tu vas finalement t'accorder du temps pour ton évolution et plus tu vas en gagner par la suite, plus tu pourras te concentrer sur ton exécution pour faire grandir ton entreprise, trouver des clients et développer ta boîte. Donc c'est très important pour moi de réfléchir aux raisons qui te poussent à entreprendre en 2018 ou peut-être l'année prochaine, si tu préfères attendre l'année prochaine, de demander pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui te motive vraiment au fond et qui te pousse à devenir indépendant. C'est peut-être pour gagner plus d'argent, pour avoir un meilleur salaire, peut-être que c'est parce que tu veux te créer ton job, peut-être que c'est parce que tu veux plus de liberté, peut-être que c'est pour inspirer les autres, peut-être que c'est pour apprendre. Il y a une infinité de solutions et de raisons qui peuvent te pousser à entreprendre. Chacun a les siennes, c'est comme le succès, chacun a sa définition du succès. Et je pense que c'est très important avant de démarrer de définir pourquoi toi, dans ta situation, tu souhaites entreprendre. Et ça va t'aider finalement à savoir ce qui te drive et à savoir prendre les bonnes décisions le moment venu, savoir si tu dois accepter la levée de fonds, si tu dois prendre l'argent, si tu choisis le bonheur parce que toi tu voulais optimiser ton temps et finalement ne pas te retrouver bloqué dans un job, ou si au final toi ce qui t'intéresse c'est de construire un empire, quelque chose de grand et d'y consacrer tout ton temps, un peu comme un Elon Musk. Il y a plein de façons de faire l'entrepreneuriat et c'est très important pour toi dès le départ de savoir toi pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu veux devenir indépendant.
Ensuite, il va falloir que tu étudies un petit peu ton marché. Alors, on n'est plus à l'heure de la méthode Pestel, tu sais, qu'on apprend dans les écoles de commerce, où on te fait étudier l'offre, on te fait étudier la demande, on te fait faire des gros dossiers, et puis ensuite, on te demande d'analyser l'environnement économique, l'environnement politique, l'environnement social, les nouvelles règles, les nouvelles lois, les nouvelles normes. Non, moi, quand je te parle d'étudier ton marché, je pense que c'est très important de savoir dans quoi tu t'engages, puis aussi de connaître l'offre existante, de savoir finalement comment les gens résoudent leurs problèmes aujourd'hui pour pouvoir apporter une solution qui est innovante. C'est important également de connaître les principaux concurrents qui vont peut-être un jour devenir des partenaires ou avec qui tu vas peut-être pouvoir faire des choses en commun. Et puis c'est important en général aussi pour être considéré comme un professionnel de bien connaître son domaine, bien connaître son marché et donc de te mettre dans cette veille concurrentielle, un peu cette veille d'information, cette veille, on parle d'intelligence économique, qui va te pousser à chercher de l'information sur ton business, sur ton projet, sur ton activité et qui va permettre finalement de devenir meilleur. Donc c'est important d'étudier son marché avant de se lancer, même si aujourd'hui finalement il y a un moyen très simple de tester son marché, c'est tout simplement d'utiliser les réseaux sociaux et de lancer une offre pour voir si les gens sont intéressés par ce que tu vas proposer. Avant de te lancer, il faut également faire le point sur tes ressources, les charges que vont te coûter ton entreprise. C'est pas la peine de faire un business plan sur 3 ans. Un business plan, c'est fait pour quand on a déjà un business. Tu sais même pas ce que tu vas gagner la semaine prochaine. C'est très difficile de savoir combien de produits tu vas vendre dans 3 ans. Par contre, c'est intéressant de se baser sur tes charges pour pouvoir calculer par rapport à la trésorerie que tu as, par rapport à ton cash flow, combien de temps tu peux tenir avant d'avoir besoin vraiment de faire des revenus. Et puis, ça va te permettre de calculer ton seuil de rentabilité et de déterminer le chiffre d'affaires minimum que tu vas devoir réaliser tous les mois pour que ton entreprise soit rentable. Enfin, il faut que tu aies en tête, pour moi, avant de démarrer, en tête, il faut que tu aies ton business model, il faut que tu aies une façon de gagner de l'argent, il faut que tu aies déjà des idées, des pistes, de la valeur que tu vas apporter sur le marché, du segment client que tu vas cibler, des canaux de communication que tu vas utiliser pour communiquer sur ton activité, mais également de l'ensemble des ressources et des besoins que tu vas avoir pour construire cette entreprise. Donc pour t'aider à faire ton business model, tu peux utiliser le business model Canvas, tu le trouveras sur mon site internet, sur mes différents blogs, ou tu peux tout simplement le trouver sur internet en tapant business model Canvas. C'est un outil assez connu qui va te permettre de faire le point finalement sur toute l'activité économique de ton entreprise pour voir finalement comment tu vas pouvoir apporter de la valeur sur ton marché et en capter au passage. Il faut savoir qu'un modèle d'affaires, ça se décrète pas, ça se découvre, et c'est pourquoi je pense que c'est très important de faire un bilan de son projet, d'émettre des hypothèses sur sa cible, sur la façon dont on va vendre, pour ensuite se préparer à aller le tester sur le marché. Et puis pendant toute cette période de préparation, tu fais un peu le point sur ton projet, ça va te permettre de te former, d'accumuler les compétences que tu vas avoir besoin pour donner le maximum de chances de réussite à ton projet de création d'entreprise. La deuxième étape, et c'est pas la moins importante, ça va être de te positionner sur une niche. Alors ça, tu l'entendras beaucoup si tu regardes un peu des vidéos sur internet. Une fois que tu as fait le point sur ton projet, tu vas devoir définir très précisément ta cible de client, ton segment clientèle. On parle souvent d'avatar client pour dessiner le portrait de ton client idéal, pour comprendre ses comportements d'achat, parce que quand tu démarres, pour vivre de ton entreprise, tu peux pas se servir et t'adresser à la terre entière. Quand tu démarres, tu as peu de ressources, tu as peu de temps, tu es tout seul à communiquer, tu peux pas encore, logiquement, si tu démarres en tant qu'entrepreneur indépendant, te payer des commerciaux qui vont vendre à ta place. Donc tu as beaucoup de choses à faire et tu peux pas te permettre de t'éparpiller. Et ça va de soi aussi dans ta communication que si tu cherches à vendre à tout le monde, tu vendras finalement à personne. Tu sais, c'est un peu comme quand tu cherches à être aimé par tout le monde dans ta vie. Au final, tu es détesté par personne, c'est un fait, mais par contre, tu es aimé pour ce que tu es vraiment par personne non plus. Et je pense qu'il y a un moment où il faut être radical, et comme dans sa vie personnelle, la création d'une entreprise, que ce soit une auto-entreprise, que ce soit une start-up, je connais personne qui a réussi en commençant sur plusieurs segments en premier. Si par exemple tu lances une offre d'accompagnement dans la santé par rapport à l'alimentation et tout ça, ou pour arrêter de fumer, plus tu vas être précis sur le problème que tu cherches à résoudre, plus les gens vont comprendre ce que tu fais, plus ta communication va être percutante, et plus les gens auront envie de t'acheter parce qu'ils vont juger que tu es l'expert numéro 1 de ta thématique. Et en plus de ça, si je te dis, moi je suis coach en développement personnel, ça veut tout et rien dire. Si par exemple par contre je te dis, moi j'aide les gens à arrêter de fumer en 3 étapes simples, tu vas facilement pouvoir te projeter, imaginer dans ton entourage quelles sont les personnes qui sont de gros fumeurs et qui pourraient être intéressées par mes prestations pour arrêter de fumer. En te positionnant sur une niche, sur un segment client précis, ça va te permettre également de packager une solution qui correspond parfaitement aux attentes de tes clients, d'avoir une communication très précise, et ça va te garantir rapidement en fait une trésorerie simple pour ton entreprise. Donc commence par une seule solution, par un seul produit, un seul prix, un seul type de client, et vends. Tu pourras te diversifier plus tard, tu auras le temps de créer de nouvelles offres, de trouver de nouveaux segments plus tard. La priorité,
comme tout entrepreneur, c'est de vivre de ton activité pour ne pas retourner dans le salariat, et c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens, c'est d'être rentable rapidement. Et la meilleure façon pour ça, c'est de se positionner et de créer une offre commerciale sur une cible très spécifique et de répondre à un besoin, à un problème très spécifique. Alors moi, je t'encourage à partir d'un problème. On pense souvent que pour créer une entreprise, il faut avoir l'idée du siècle. C'est peut-être un peu moins fun, mais pour créer une entreprise en partant de zéro, le plus simple, c'est souvent de partir d'un problème que les gens ont, d'un problème qui empêche tes clients de dormir, d'un problème pour lequel les gens sont prêts finalement à payer pour résoudre ce problème. Et comme dit l'adage, c'est toujours plus facile de vendre un Doliprane à quelqu'un qui a mal à la tête parce que la personne souffre que vendre un énergisant à quelqu'un qui va bien. Alors quand tu démarres, quand c'est ton premier produit, moi je t'encourage vraiment à partir d'un problème, et sur un seul problème, il y a parfois plusieurs solutions et tu vas ensuite pouvoir tester plusieurs solutions, demander des feedbacks, des retours de tes premiers utilisateurs, de tes premiers clients pour améliorer ta solution petit à petit. Tu pourras tester comme ça plusieurs solutions pour résoudre ton problème. Au lieu de chercher au hasard, de créer un super produit dans ton garage et après de chercher désespérément à qui tu vas le vendre et emmerder les gens avec tu veux pas acheter mon super produit, je te conseille vraiment de partir d'un problème, d'un besoin, de questionner les gens et de construire ton offre commerciale par rapport à ça. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une différence entre ton produit et ton offre commerciale. Ton offre commerciale, le but, ça va être de la mettre en avant, de la packager, comme on dit, de montrer les bénéfices de ton produit pour le client et finalement de lui ajouter une couche de marketing pour donner envie aux gens de t'acheter. Alors maintenant que tu as fait le point sur ton projet, que tu t'es positionné sur une niche, que tu sais à qui tu vas vendre ton produit et ton service, que tu sais un peu ce que tu vends, après il n'y a que toi qui es bien placé pour savoir ce que tu vends. Toujours, comme on le dit en marketing, tout ce qui se mesure s'améliore, et je t'encourage à vraiment tester et mesurer tout ce que tu fais au lieu de perdre du temps pendant 6 mois à créer ton produit. Tu peux commencer aujourd'hui même en lançant une offre sur Facebook, en créant un petit site web, donc n'hésite pas à tester rapidement ton produit et ton concept, si c'est un nouveau concept que tu veux innover. La troisième étape, ça va être tout simplement de créer son entreprise. On peut attendre un peu pour la créer, d'avoir nos premiers clients, mais le fait de créer maintenant ton entreprise, ça va t'aider en termes de mindset, en termes d'état d'esprit, à te sentir déjà entrepreneur et à te prendre plus au sérieux. Alors, il y a plein de statuts en France. Moi, c'est la question qui revient dans chacune de mes conférences et de mes ateliers par la plupart des clients. Les mecs n'ont même pas encore démarré, ils ont ni produit ni client, qui commencent déjà à penser au plafond, aux impôts, à comment ça va se passer quand ils vont vouloir changer de statut. Moi, je t'invite à vraiment ne pas te prendre la tête avec ça. Pour moi, il y a 2 statuts qui valent vraiment le coup en France, c'est la micro-entreprise et le statut de la SAS pour ce qui est des sociétés. Selon ton projet, bien entendu, il y a des statuts qui sont plus adaptés, mais pour moi, c'est les 2 statuts les plus avantageux pour plein de raisons aujourd'hui. Et quand tu veux démarrer rapidement pour tester ton projet, tester ton produit, si tu veux pas te soucier des questions juridiques, je te conseille vraiment de choisir la micro-entreprise, donc anciennement le statut d'auto-entrepreneur, qui aujourd'hui a été remis au goût du jour sous le nom de micro-entrepreneur. Donc le statut de la micro-entreprise, il a remplacé le statut d'auto-entrepreneur. Par contre, tu feras attention quand tu vas t'inscrire. Il y a plusieurs sites qui te demandent de payer. Il faut savoir que l'inscription pour devenir auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, elle est gratuite. Donc pense bien à vérifier que tu es sur le site officiel qui est l'auto-entrepreneur.fr. Voilà, donc tu reconnaîtras que c'est un site tout mal fait, en rouge, tout dégueulasse. Tu reconnaîtras que c'est le site de l'État, mais au moins tu sais que tu ne te feras pas arnaquer. Alors la micro-entreprise, c'est un statut qui est très simple. Ça va te permettre de créer ta boîte en quelques heures, en 12 clics même, je crois, sur le formulaire, et de pouvoir commencer quelques jours après à facturer tout de suite tes clients, donc et même à le faire légalement finalement. Tu n'as plus besoin aujourd'hui de travailler au black, puisque tu as la possibilité, même à 16 ans, tu peux le faire si tu as l'accord de tes parents, tu peux créer ta micro-entreprise et facturer légalement pour la vente de tes produits et de tes services. Donc pour ça, il suffit de remplir et d'envoyer un simple formulaire pour la créer, cette micro-entreprise. Et c'est un statut qui offre de nombreux avantages, notamment une facilité de gestion. Quand tu ne connais pas vraiment en gestion d'entreprise, en comptabilité, ils ont simplifié les démarches administratives, que ce soit pour créer sa boîte, pour la modifier, pour la fermer. Il faut savoir que si un jour tu en as marre ou que tu as des soucis, tu peux la fermer en moins d'1 heure, ta micro-entreprise. Ils ont aussi simplifié la comptabilité. Tu n'as pas besoin de faire de comptabilité. On t'impose juste d'avoir un livre de recettes-dépenses, donc de simplement noter tes charges et tes recettes. Ça te permet toi aussi de savoir où tu en es et de mieux piloter ton activité. Il faut savoir aussi que tu es exonéré de TVA, et que ça, c'est un énorme avantage par rapport à tes concurrents. Si par exemple tu te lances dans le BTP comme paysagiste indépendant, le fait d'être auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, par rapport à une société, le fait que tu n'aies pas de TVA, ça va te permettre toi déjà de facturer 20% moins cher que tes concurrents. Donc c'est un avantage non négligeable qui a fait que beaucoup d'auto-entrepreneurs ont été détestés par les artisans et les sociétés à l'époque. Mais en tout cas, ça te permet de facturer 20% moins que les autres. Par contre, il faut savoir que tes charges ne sont pas déductibles de la TVA, donc il vaut mieux les limiter.
Au niveau de l'imposition, tu es imposé directement sur le montant de ton chiffre d'affaires, donc je te laisserai aller voir les chiffres en ligne, ils changent un peu souvent, c'est aux alentours de 14-15% pour une activité de vente de marchandises et presque 25% si tu fais de la prestation de service, si tu es professionnel libéral. Donc c'est un impôt qui est assez simple, qui est malheureusement pas sur les bénéfices, donc on t'impose aussi sur tes charges, mais à la fin du mois ou à la fin du trimestre, en fonction de ce que tu as choisi, tu as juste à aller sur le site de l'auto-entrepreneur.fr, de déclarer combien tu as fait dans chaque catégorie, combien tu as vendu de produits, combien tu as vendu de services, combien d'honoraires tu as facturé. On te calcule automatiquement le montant de tes charges, on ajoute un tout petit pourcentage pour contribuer à ta formation professionnelle et ça te permettra de bénéficier de formations professionnelles en tant que chef d'entreprise qui sont prises en charge par tes cotisations, peu importe le montant de tes cotisations, mais ce sera le sujet d'un autre podcast, une autre vidéo. Mais en tout cas, tu peux démarrer aujourd'hui avec aucune connaissance en gestion puisque tu auras juste un petit formulaire à remplir au démarrage et à aller remplir tous les mois ou tous les trimestres selon ton choix le chiffre d'affaires que tu as réalisé directement sur le site internet. Donc il n'y a rien de très compliqué, tu n'as besoin d'aucune connaissance juridique pour créer une micro-entreprise. Toutefois, comme dans tout projet, c'est important de se renseigner un minimum sur le statut avant de se lancer et puis d'acquérir quand même à terme des compétences en termes de gérant d'entreprise, puisque tu n'as peut-être pas le but de rester toute ta vie auto-entrepreneur. Cependant, c'est quand même un statut qui permet de démarrer sans attendre, sans réfléchir et sans se prendre la tête. Alors, si tu es demandeur d'emploi, que tu as moins de 26 ans, que tu es au RSA ou que tu es dans d'autres situations particulières, tu peux bénéficier de l'ACRE. Alors, l'ACRE, c'est l'aide aux chômeurs, créateurs et repreneurs d'entreprise. Ça te permet de bénéficier d'un taux d'imposition qui est allégé, qui est dégressif. Donc, la première année, tu vas payer que 8% d'impôts, environ. La deuxième année, 14, la troisième année 18, et que c'est qu'à partir de la quatrième année que tu vas être imposé sur ton taux réel d'imposition aux alentours de 25% pour une activité de service par exemple. Donc c'est quand même très avantageux quand tu démarres la première année. Si tu factures 1000 euros, on va te prendre que 80 euros d'impôt. Donc c'est en ça que ce statut est vraiment avantageux quand on démarre. Alors bien que ce statut présente des avantages, il a également des inconvénients, notamment que tu peux pas déduire tes charges, tu peux pas déduire ta TVA, donc on t'impose aussi sur tes charges, donc il y a des solutions par rapport à ça, notamment de facturer que ta prestation, et si tu as besoin d'acheter du matériel, de le faire acheter directement à tes clients, enfin il y a plein de solutions, mais tu as également des plafonds. Alors il faut savoir que le plafond il est à 33 200 euros pour les activités de prestation de service, alors tu as un peu de marge, mais rien n'empêche de changer ton statut plus tard. Sache seulement qu'il faut surtout pas dépasser le plafond, sinon on va te reconsidérer en entreprise individuelle, et c'est beaucoup moins rentable que de créer une société. Donc tu as ce plafond-là qui est de 33 200 pour les prestataires de services et les professionnels libéraux et qui est, je crois, ils l'ont monté un petit peu à 82 900 euros, il me semble, de chiffre d'affaires pour une activité commerciale où tu vas vendre des marchandises. Donc ces plafonds, ils peuvent être limitants, mais ça t'empêche pas de démarrer. La micro-entreprise, c'est une solution très simple pour démarrer et tester une activité sans prendre de risques, sans dépenser d'argent, sans perdre de temps, et ça t'empêche pas plus tard de la fermer et de créer une société quand ton activité commence à décoller. Tu dois également ouvrir un compte bancaire qui est dédié. Alors fais attention, tu n'es pas obligé d'ouvrir un compte bancaire professionnel qui va être beaucoup plus coûteux et qui va te faire des frais supplémentaires qui ne sont pas utiles. Il suffit simplement que tu ailles voir ton banquier, ou si tu veux séparer les choses, que tu ailles dans une autre banque pour souscrire à un compte personnel, un nouveau compte courant, de manière à séparer ton activité personnelle de ton activité professionnelle. Ce qui est intéressant en plus avec ce compte, pour revenir au livre de recettes dépenses, c'est que finalement à la fin de l'année, si t'as pas fait trop de dépenses personnelles avec ton autre compte ou si t'as pas trop payé en espèces, t'as juste à imprimer tes relevés de compte bancaire et finalement ça te fait ta comptabilité. Donc voilà pour les démarches de création, on pourra en parler pendant longtemps, mais je suis pas ici pour faire un cours juridique, je suis là pour te donner les grandes étapes pour créer ta boîte en 2018. Donc on va passer à l'étape 4, maintenant que tu as ton premier prototype de produit, que tu as ton service, que tu as fait le point sur ton projet, que tu sais à qui tu vas le vendre et que tu as créé ton entreprise, tu es prêt à démarrer. Et une entreprise, elle doit se faire connaître, ça sert à rien de lancer un super produit si personne sait que tu existes. C'est un peu comme acheter une super voiture pour la laisser dans le garage, ça ne sert strictement à rien. Donc maintenant que tu as créé ta micro-entreprise, que tes offres elles sont prêtes à être lancées sur le marché, il est le temps de lancer ta communication pour révéler au monde ton existence. Alors pour présenter ton entreprise efficacement à tes nouveaux prospects, tu vas devoir travailler et construire petit à petit un pitch qui est percutant. Alors un pitch, c'est un petit discours qui est vendeur logiquement, qui dure moins d'1 minute, on parle même de 30 secondes pour un elevator pitch, le pitch qu'on fait dans l'ascenseur. En bref, c'est comment je peux faire pour présenter simplement ce que je fais, mon activité, à des prospects potentiels, par exemple dans une soirée networking, quand j'ai que 30 secondes à accorder à chaque personne. Le but, ça va être d'attirer l'attention de tes prospects et que finalement, à la fin de ton pitch, ton prospect te demande « est-ce que je peux en savoir plus ?» Donc pour créer un pitch simple pour démarrer, je te conseille de créer un pitch
Assez simple, du type j'aide les clients A, tel type de client, à obtenir le résultat B, à gagner plus d'argent, à payer moins d'impôts, que sais-je encore, en proposant les services C. Et avec cette simple phrase, ça va expliquer simplement pour qui tu travailles, ce que tu proposes, quel résultat tu promets. Je te mettrai dans les prochains jours une vidéo pour te permettre d'apprendre à construire ton pitch. Je ferai peut-être une formation sur le sujet, mais en tout cas un pitch ça se fait pas dans ton canapé, donc va parler aux gens de ton projet, entraîne-toi, regarde ce qui résonne chez eux, regarde ce qui t'amène à avoir des questions, à avoir des retours, et travaille ton pitch de manière à pouvoir présenter de plus en plus simplement ton entreprise à tes clients. Pour que ton entreprise elle soit reconnaissable, il va falloir que tu construises aussi une marque que les gens reconnaissent, une marque auquel tes clients vont s'identifier. Et il est important de prendre du temps pour définir ton identité visuelle. Alors je te demande pas de perdre des heures et des heures à faire ton logo ou à dépenser un budget énorme pour ça. Quand tu démarres, tu auras le temps de le changer plus tard. Encore une fois, l'important c'est de démarrer. Le but, il s'agit là de construire un univers autour de ton entreprise, autour de ta marque, qui va refléter tes valeurs, les valeurs que tu veux transmettre, qui va refléter ton message et qui va permettre aux gens de reconnaître tout de suite que c'est toi. Alors tu vas pouvoir choisir les couleurs que tu vas mettre sur ton site internet, la police que tu vas utiliser, puis définir toute une iconographie, choisir les images qui vont aller avec, finalement pour créer une image qui est cohérente par rapport à ton activité. Alors pour ça, tu peux commencer par dessiner un premier logo. Alors inutile de chercher très compliqué, les logos les plus simples, c'est souvent les plus reconnaissables. Tu peux remarquer d'ailleurs comme les plus grandes startups à succès des dernières années, aujourd'hui, elles ont des logos super simples, même parfois c'est même une simple lettre minuscule dans un carré de couleurs, comme Facebook, comme Uber ou même comme McDonald's, avec les 2 frites jaunes dans le carré rouge. Donc pour créer ton logo, soit tu peux utiliser Photoshop si tu es à l'aise avec ce logiciel et c'est très bien. Sinon, moi je te conseille d'aller sur Canva. Alors Canva, c'est un petit outil qui permet de remplacer un designer finalement, et qui va te permettre de créer facilement tous tes supports de communication. C'est un outil qui va te servir tout le long de ton aventure pour créer par exemple tes publications Facebook, tes bannières et autres, et c'est un outil qui peut te servir à créer simplement un petit logo pour démarrer. Alors bien sûr, tu peux également passer par un designer, ou tu peux faire designer ton logo directement sur des plateformes comme Fiverr par exemple, ou sur Kang ou 5euros.com. Ça va te coûter une trentaine d'euros, tu perds pas de temps, tu le délègues à un professionnel et au moins tu as un logo qui te permet de démarrer. Une fois que ton logo est fait, tu vas devoir référencer ton entreprise et tes services sur Internet. Assurer sa présence en ligne, aujourd'hui, c'est indispensable pour n'importe quelle entreprise, sauf peut-être pour l'artisan à 2 ans de la retraite qui est au fin fond de sa campagne et qui a toujours trouvé des clients par le bouche à oreille. Il va pas faire un site à 58 ans. Mais aujourd'hui, quand tu lances une boîte, il faut utiliser Internet. Même si tu ouvres un restaurant, il faut que tu sois présent sur Internet, ça fait tout de suite la différence. Donc commence donc par construire un site web. Alors il y a des personnes qui me diront qu'un site web ça sert plus à rien, que Facebook va remplacer les sites web. Mine de rien, créer un site web, ça va te permettre de présenter ton entreprise, de présenter tes services, peut-être de recevoir des paiements, peut-être de pouvoir bloguer, d'organiser des événements, mais ça va surtout te donner un point central pour réunir finalement tes clients. En plus de ça, toi ça va te permettre, en même temps que tu fais ton site, même si tu décides de pas le publier, de te mettre du point de vue finalement de tes clients et de te dire finalement quels sont les messages que moi en tant que client j'ai envie de lire, et ça va commencer à te donner des pistes pour préparer tes phrases et tes arguments marketing. Donc inutile de passer des heures à choisir le meilleur thème possible sur WordPress, à optimiser le design de ton site, parce que de toute façon ton projet il est en lancement et il y a de grandes chances que sur la route il y a de nombreux éléments qui vont changer. Moi à chaque fois que je vois quelqu'un qui perd trop de temps sur son site, je lui dis mais je suis sûr que tu vas changer de produit, que tu vas changer de prix, et à chaque fois pas rater, les personnes changent et c'est normal. Il vaut mieux fonctionner en ligne, se lancer sans être prêt, parce que moi je pense que finalement on n'est jamais prêt à se lancer. Il y a juste un moment où on décide que finalement, malgré le fait qu'on ait peur, on va se lancer en sachant qu'on n'est pas prêt. Le but, c'est de se lancer et grâce au retour que tu vas avoir, tu auras le temps après d'améliorer ton site web. L'important, c'est que ton entreprise elle soit présente sur le web. Aussi, je t'invite vraiment à préférer un site vitrine simple, mais qui est opérationnel rapidement, qui te permettra d'obtenir des retours de tes clients tout de suite et tu auras le temps de l'optimiser plus tard. Je te conseille d'utiliser Strikingly si tu veux faire un site sur une seule page, ou des sites comme Squarespace qui est super bien fait, c'est une super startup. Ça te permettra de créer un site en quelques clics, c'est du glisser-déposer, tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances en informatique. C'est des sites qui sont responsifs, qui sont ultra design pour promouvoir ta boîte. Tu as des options qui sont gratuites et tu peux avoir des options payantes comme sur Squarespace. Créer ta boutique en ligne, ça va te coûter une vingtaine d'euros par mois, donc c'est un budget qui est relativement raisonnable. Mais en tout cas, c'est très important de mettre en place ton site internet. Ça t'aidera à te lancer. Ça va aussi
permettre de construire quelque chose pour présenter ton projet que tu vas pouvoir montrer aux autres et te dire ça y est, c'est plus du vent, j'ai un site, c'est en ligne, les autres le voient et c'est concret. Donc une fois que ton site il est en ligne, je t'incite moi à créer aussi des pages sur les différents réseaux sociaux. Alors en fonction du type d'activité, du type d'entreprise que tu veux créer, t'as pas besoin d'utiliser tous les réseaux sociaux. Sache quand même qu'une page Facebook, ça demeure quand même indispensable car après elle va te permettre finalement de lancer des campagnes de publicité par exemple sur Facebook. Créer une page sur Google My Business par exemple, c'est très important, ça fait toute la différence en termes de référencement. Tu sais, c'est les petites fiches que quand tu cherches une entreprise apparaît en haut à droite des résultats de recherche et qui vont faire apparaître finalement tes services, les horaires d'ouverture de ton entreprise, tes coordonnées, ta localisation, des photos et même encore des avis clients. C'est vraiment une page qui sert uniquement pour le référencement mais qui te permet aussi après d'être trouvé dans le GPS. Ça prend 5 minutes à faire, je te conseille vraiment de la faire. Ils vont t'envoyer un petit code par la poste pour valider que ton établissement existe bien, mais prends le temps pour créer au moins ta page Facebook et Google. Pour moi, c'est le minimum. Ensuite, si tu veux partager du contenu et des conseils en vidéo, par exemple à tes clients, tu peux te créer une chaîne YouTube. C'est un super moyen de montrer ton expertise si tu es freelance par exemple et de convaincre tes premiers prospects de travailler avec toi. Enfin, selon ton activité, ça peut être intéressant aussi finalement d'avoir des followers, de créer une communauté de fans. Ça dépend si tu es paysagiste dans le bâtiment, tu n'as peut-être pas d'intérêt. Par contre, si tu es graphiste et que tu repeins les chambres pour enfants, tu as peut-être tout intérêt à avoir une communauté qui te suive et qui aime finalement ce que tu fais. Donc, je te conseille dans ces cas-là de créer un compte sur Instagram ou même sur Snapchat, que moi personnellement j'utilise très peu, mais ça va te permettre de partager au quotidien avec ton audience du contenu un peu plus sympathique et de miser en fait sur ce qu'on appelle le social marketing pour développer ton activité, à faire un peu du buzz, avoir des témoignages, avoir des retours, inciter les gens à laisser des commentaires. Ensuite, pour communiquer avec tes clients, tu vas aussi avoir besoin de mettre en place une newsletter. Alors elle peut être mensuelle cette newsletter ou hebdomadaire. Une newsletter, c'est simplement le fait d'envoyer des emails à tes clients pour créer un lien avec ton audience, pour leur apporter de la valeur et puis aussi pour les tenir informés de tes offres promotionnelles. Pour ça, tu vas devoir commencer par récupérer les emails de tes prospects, notamment avec ton site internet, et pour les encourager à laisser leurs coordonnées, il faut simplement leur offrir un cadeau gratuit comme un guide ou une série de vidéos et tu vas pouvoir commencer à construire ta mailing list, à bâtir ton audience et petit à petit, c'est comme on dit sur internet, l'argent est dans la liste et toute personne qui vient sur ton site internet qui te laisse pas ses coordonnées, c'est comme quand une personne vient dans ta boutique mais que tu récupères pas ses coordonnées, c'est une personne que tu ne reverras peut-être jamais. Donc pense à récupérer les coordonnées de tes prospects, d'ailleurs même des prospects que tu rencontres au quotidien, que ce soit les cartes de visite, tes numéros de téléphone, et à entretenir ton réseau, à créer du lien avec ces personnes-là. En tout cas, dès que tu as un peu de temps disponible, je t'invite à mettre en place une newsletter, même quelque chose de très simple avec 4 emails pour que quand les gens s'inscrivent, ils reçoivent les mails et que tu puisses commencer à bâtir une relation avec eux. Enfin, bien que le papier il soit quand même en passe de disparaître, c'est pour moi encore important aujourd'hui, et encore une fois ça dépend du type de business que tu veux créer, d'avoir des supports de communication papier pour présenter tes offres aux prospects que tu rencontres. Alors il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec moi, notamment les entrepreneurs du web, les gens qui vivent de leur contenu et autres, mais en tout cas si aujourd'hui tu es graphiste par exemple ou designer et que tu as un catalogue de prestations, que tu as des tarifs, pour déjà pouvoir les mettre sur papier puis avoir quelque chose à présenter à ton prospect, moi je t'invite vraiment à te créer un minima des cartes de visite. Donc tu vas sur Vistaprint, pas la peine de prendre les dernières cartes de visite 3D lumineuses et autres, simplement des petites cartes de visite qui font sérieuses, qui te permettent de laisser un message positif à tes clients. Et sur Vistaprint, tu verras, t'as un large choix de goodies, t'as des accessoires, il y en a vraiment pour tous les goûts pour promouvoir tes produits et tes services, t'as des t-shirts, t'as des tasses, t'as des stylos, t'as des clés USB, il y en a vraiment pour tous les goûts. À toi de voir encore une fois par rapport à ton activité, s'il y a des petits objets marketing qui peuvent t'aider à trouver tes premiers clients, mais en tout cas, il faut mettre en place ta communication, mais il y a des choses qui sont pas urgentes. Moi, je t'invite simplement à prioriser sur ton site internet, les réseaux sociaux et tes cartes de visite et t'as besoin de rien d'autre pour démarrer. Pour communiquer efficacement sur ton activité, si toi non plus t'aimes pas, moi je sais que c'est très chronophage les réseaux sociaux et finalement j'y vais presque que pour mes différents business et très franchement très souvent ça m'emmerde. Heureusement que j'ai une assistante pour m'aider à faire ça, mais l'intérêt c'est qu'aujourd'hui tu peux automatiser la publication sur tes réseaux sociaux avec des outils comme Buffer par exemple ou HotSuite. Ça va te permettre de programmer une dizaine de publications et de pouvoir partager en même temps tous tes contenus de manière automatique sur tous les réseaux sociaux. Tu viens le lundi matin, tu poses tes 10 publications et tu as une communication qui va tourner en fond toute la semaine et comme ça si tu n'as pas le temps toi de publier du contenu ou de faire d'autres choses, ça évitera que tes clients passent 3 semaines, tes prospects passent 3 semaines sans avoir de nouvelles de toi. Donc maintenant qu'on a mis en place notre communication, ça va être maintenant l'heure de passer à la prospection, le mot qui fait peur, ça va être le moment d'aller chercher ses premiers clients.
Alors la première étape pour moi, ça va être de commencer par solliciter ton réseau proche. Pourquoi ton réseau proche? Parce que finalement, ton entourage, il connaît peut-être déjà ton projet, et puis c'est ton réseau avec lequel tu as bâti le plus de notoriété, de crédibilité. Donc pense à solliciter tes amis, tes anciens collègues de travail, les gens peut-être que tu as dans ton université, si tu es encore à l'école, ou tes anciens élèves de promo par exemple. Et ça va être simplement d'envoyer par exemple un email à ces personnes pour leur annoncer que tu lances une nouvelle activité, que tu lances une entreprise, de leur présenter rapidement tes offres et de les encourager à parler de toi autour d'eux, à te faire connaître. Et ça va te permettre déjà, rien qu'en construisant cette liste-là, déjà de te mettre dans le bain, de t'entraîner. Alors ça peut être un peu challengeant. Si vraiment tu as peur de la critique de ton entourage, t'es pas obligé d'envoyer ce mail-là. Tu peux simplement le faire au quotidien. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à utiliser ton réseau. C'est comme quand tu cherches un travail, finalement, il faut se mettre dans la peau de son patron. Et un patron, quand il cherche un salarié, il commence par utiliser son réseau avant d'aller mettre des annonces sur Pôle emploi. Pourtant, tout le monde commence par aller s'inscrire à Pôle emploi alors qu'il n'y a jamais personne qui a trouvé du travail avec ce truc. Et c'est un petit peu la même chose finalement par rapport à tes nouveaux clients. Avant d'aller chercher de nouveaux clients à froid et autres, commence déjà par parler à ton entourage de ce que tu fais, et tu auras peut-être parmi les gens que tu connais très bien, des gens qui ne savaient pas du tout que tu avais ce projet en tête et qui seront très intéressés par tes services. Donc commence déjà par ton réseau. Ensuite, il va falloir que tu mettes en place des actions de prospection, que ce soit sur le terrain, sur internet. En tout cas, il va falloir que tu parles un maximum de ton projet, de ton entreprise et de ton produit. Et moi, je te conseille de mettre en place un plan d'action commercial. Un plan d'action commercial, ça va te permettre de cadrer ta prospection, de ne pas te disperser, et puis ça va te permettre de tester différentes actions de communication, de pouvoir tester tes canaux. Donc tu vas pouvoir te fixer des objectifs. Par exemple, cette semaine, je veux parler à 100 personnes. Cette semaine, je vais envoyer 50 emails. Cette semaine, j'ai fait 7 propositions commerciales. J'en avais fait que 5 la semaine dernière. Je suis en augmentation. Et grâce à ces retours-là, grâce à ce cadre-là de ce plan d'action commercial, ça va te permettre de mesurer finalement tes actions et de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, et au contraire, qu'est-ce qui te fait perdre du temps et qui n'a aucun intérêt pour trouver de nouveaux clients. Alors quand on démarre une nouvelle activité, c'est parfois compliqué de démontrer aussi les résultats de ses prestations. Alors une stratégie simple pour que les gens te fassent confiance, ça peut consister aussi à faire du freemium. Tu sais, un peu comme les startups font, elles t'offrent un produit gratuit, puis il y a une version premium derrière. Tu peux utiliser un peu la même stratégie quel que soit ton business, c'est-à-dire que tu peux offrir tes prestations à tes premiers clients ou faire un échange de services, ça se fait beaucoup, mais en tout cas tu vas pouvoir leur offrir ta prestation, leur faire une réduction en échange d'un témoignage qui va démontrer la qualité de tes services auprès des futurs clients. Comme on dit, quand on trouve un client, en fait, c'est comme si on en trouvait 3 parce que le bouche à oreille va s'enclencher. Donc, pense vraiment à donner avant de recevoir. N'hésite pas à offrir un peu des prestations au démarrage. Tu vas récolter ce que tu vas semer. Donc, et pense à inciter tes clients à la recommandation. Offre-leur des services complémentaires, des bonus, des cadeaux pour le remercier de leur soutien. Encourage-les à parler de toi parce que une fois que tu auras trouvé tes 10 premiers clients, tout va après s'éclaircir et va se simplifier pour toi puisque ces 10 personnes vont parler chacune à quelques personnes qui vont ensuite parler à quelques personnes. Le plus dur, c'est de lancer la machine. On dit qu'il faut 3 ans pour se créer une clientèle dans une boîte traditionnelle avec le bouche à oreille. Moi, je pars du principe qu'il faut entre 3 et 6 mois quand on est spécialisé, donc sur une niche, comme on l'a vu dans la deuxième étape de ce podcast. Mais en tout cas, c'est très important d'enclencher le bouche à oreille et de toute façon, tu peux pas vouloir être invisible au moment où tu crées ton entreprise. Tu crées une entreprise, c'est pour être visible, donc il faut en parler à un maximum. Et je sais que souvent on a plein d'excuses pour faire la prospection. J'étais comme ça aussi quand j'ai démarré. Je vois des entrepreneurs au quotidien qui fuient un peu la prospection et qui se concentrent sur la couleur de la carte de visite. Mais tôt ou tard, il va falloir y aller. Donc hésite pas. Pense bien que chaque rencontre c'est une opportunité, que chaque contact c'est un client potentiel ou quelqu'un qui peut te recommander. Donc vas-y, fonce. Il faut que tu ailles rencontrer des gens. Il faut que tu utilises aussi les réseaux sociaux pour parler aux gens. Mais en tout cas, il faut que tu ailles parler à un maximum de prospects déjà pour avoir des retours sur ce que tu fais, sur ton activité, puis tout simplement pour trouver tes premiers clients. Oublie pas aussi que les meilleurs prospects, c'est souvent les clients des autres, comme on dit. Et pour avoir un flux continu de nouveaux clients qualifiés, il y a une stratégie aussi hyper pertinente qui consiste à construire des partenariats stratégiques avec des entreprises et des freelances qui ont finalement le même type de clients que toi, mais qui répondent pas aux mêmes besoins. Par exemple, tu as une activité de loisir, tu offres des loisirs le week-end, en face de ton activité, tu fais ça en extérieur, mettons des cours de yoga dans un parc, en face il y a un restaurant, tu peux simplement aller proposer au restaurant de parler de tes cours de yoga à leurs clients. De cette manière, ils vont t'envoyer leurs clients qui mangent au restaurant faire des cours de yoga, et toi à la fin de tes cours de yoga que tu feras par exemple à 11h le matin, tu vas pouvoir orienter les gens, manger vers ce restaurant ou même aller manger avec eux, et ça va permettre finalement dans cet échange de bons procédés, de mutualisation,
d'utilisation des ressources, de partage de listes, d'aller beaucoup plus vite, surtout si tu arrives à créer des partenariats avec des gens qui ont déjà une base de données clients importante. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont démarré, notamment des youtubeurs, des coachs professionnels dont je donnerai pas les noms, qui ont démarré simplement en faisant des interviews de personnes très connues ou en s'associant à des personnes très connues ou en passant sur le blog d'une personne très connue, et ça les a fait littéralement décoller. Et c'est vraiment une stratégie aujourd'hui, si tu as la possibilité d'aller contacter des influenceurs ou des gens qui ont déjà du réseau, qui ont déjà des clients, qui vont pouvoir te refourguer, te pistonner sur des contrats, c'est aussi un très bon moyen de trouver tes premiers clients, même si tôt ou tard, il va falloir que tu apprennes à générer une clientèle par toi tout seul. Voilà, pour construire ton audience sur le long terme, c'est intéressant aussi de mettre en place des stratégies de contenu. Alors, ça s'applique pas forcément à tous les business, mais pour moi, n'importe quel business devrait publier au minimum une dizaine d'articles sur un site ou un blog. Je veux dire, même si tu es charpentier, rien ne t'empêche de créer un article pour présenter ton entreprise, de mettre quelques photos de chantier, de donner quelques conseils, tout simplement déjà pour utiliser le référencement Google, pour amener du trafic sur ton site, mais encore une fois pour démontrer ton expertise, parce que quand tu démarres, tu as tout à prouver, personne ne te connaît. Donc moi, je te conseille vraiment, pour construire ton audience, d'utiliser toutes ces stratégies qu'on appelle d'inbound marketing, qui consistent à publier régulièrement du contenu, des articles, des vidéos, d'apporter de la valeur à tes prospects. C'est une stratégie commerciale qui va prendre du temps, qui peut me prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, mais qui apporte de vrais résultats très conséquents sur le long terme, puisqu'un article, une fois qu'il est sur Internet, il va peut-être être lu 1 an, 2 ans, voire 5 ans après. De plus, animer un blog, ça va t'apporter de la crédibilité auprès de ton audience, et ça va te permettre encore une fois de créer un lien avec tes utilisateurs. Alors maintenant qu'on a vu comment aller trouver tes premiers clients, qu'on a vu quelques stratégies qui vont, je l'espère, te permettre de trouver rapidement tes premiers prospects, tes premiers clients, la prochaine étape pour réussir ta création d'entreprise et de briller en tant qu'entrepreneur, c'est de transformer ces prospects en clients. Et en effet, le nombre de contacts, ça importe peu. C'est pas la peine d'aller trouver des milliers de contacts si t'es pas foutu d'en transformer plus de 1%. Donc la seule chose qui compte, c'est le nombre de clients à la fin, c'est l'addition. Donc c'est inutile de chercher toujours plus de contacts si tu as un taux de transformation qui est très bas et que personne n'achète tes produits et services. C'est pareil sur ton site internet. On parle souvent de faire venir du trafic, faire venir le trafic. Il n'y a aucun intérêt de faire venir du trafic sur ton site internet si tu as un mauvais taux de conversion, puisque tu vas faire venir des gens et mettre de l'eau dans un panier percé, puisque les gens vont venir sur ton site, ne vont pas forcément être intéressés par ce que tu proposes ou ne vont pas être convaincus par tes produits ou services, et c'est des gens qui vont partir. Donc avant d'acquérir un maximum de trafic, l'important c'est d'optimiser son taux de conversion, son taux de transformation, et pour ça, il faut un bon argumentaire avec un bon produit. Donc avant de commencer à aller chercher le maximum de clients, il va falloir que tu travailles sur ton taux de conversion et donc sur ton argumentaire commercial. Donc tout entrepreneur, il doit avoir plusieurs compétences. Un entrepreneur, et c'est bien le problème, et c'est ce qui fait l'échec de nombreuses créations d'entreprises, c'est qu'on motive beaucoup les gens à créer leur boîte. Tu es expert d'un domaine technique et tu te dis comme beaucoup, comme les 7% de gens qui veulent quitter leur job pour créer leur boîte, je suis super bon pour faire ça, je fais des super designs, je suis super bon, j'ai des super retours des clients de la boîte, je vais le faire pour moi-même. Par contre, ce que tu oublies, c'est que c'est pas tout d'être bon dans son métier technique, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois déjà apprendre le métier de chef d'entreprise, tu dois être capable de gérer un business, de le développer, d'avoir des notions de compta, des notions juridiques, mais tu vas devoir aussi développer un tempérament et des comportements de commerciaux. Tu vas devoir développer une fibre commerciale si tu l'as pas déjà. Alors rassure-toi, ça s'apprend sur la route, et souvent quand on est passionné de ce qu'on fait, quand on veut vraiment aider les gens, on oublie qu'on vend un produit ou un service. On est là pour aider les gens avec notre solution. Donc finalement, on se met à aimer la vente quand c'est son bébé, son projet qu'on vend. Mais par contre, il va falloir vraiment que tu développes rapidement ces compétences commerciales si tu les as pas, pour être capable tout simplement de vendre tes offres, au minimum d'être en capacité déjà de recruter des commerciaux, ou même des commerciaux en freelance qui sont payés à la commission. Mais si tu n'es pas capable de présenter correctement ton produit, ton offre, et de conclure toi-même tes ventes, tu auras beaucoup de mal à expliquer à quelqu'un comment le faire à ta place. Donc pour conclure tes ventes, tu vas devoir préparer un argumentaire commercial et tu vas devoir connaître et ton client et ton produit par cœur. Donc lors de tes entretiens avec tes prospects, pose-leur un maximum de questions à tes prospects. On parle de découvrir les besoins de ces prospects. Il faut que tu prennes du temps pour comprendre ce qu'ils vivent, comprendre quel est leur problème, comprendre quelles sont leurs attentes pour que tu puisses designer, leur proposer la meilleure solution pour les aider. Et plus ton prospect va se sentir compris dans ses attentes, et plus il va te faire confiance par la suite en plus pour acheter ton produit ou ton service. Donc prends du temps pour écouter les attentes de tes prospects et conseille-les sur la meilleure solution qui est adaptée à leur situation. Et petit à petit, au fur et à mesure de tes entretiens, tu vas pouvoir argumenter ton produit de mieux en mieux, et pour cela, tu vas devoir montrer les bénéfices que tu apportes à tes clients et finalement
À force de présenter tes produits et tes services, tu vas transformer finalement les caractéristiques de ta solution en bénéfices pour ton client. On parle de valeur perçue. Il va falloir que tu apprennes à faire visualiser le résultat de tes prestations à tes clients, que tu arrives à lui montrer des preuves, que tu arrives à lui prouver, à lui démontrer que ça peut répondre à ses attentes, ce que tu proposes, et surtout lui donner envie de te faire confiance, lui montrer que tu vas lui faire gagner du temps, que c'est un bon investissement, qu'il y a des garanties. Et pour contrer les principales objections, parce qu'on a toujours des objections dans la vente, on dit que la vente elle commence que quand le client il dit non, il faut que tu apprennes à écouter les objections de tes clients, à pas faire du rentre-dedans et à pas entrer dans un débat, puisque la vente c'est avant tout une relation gagnant-gagnant. On est là pour que chacun avance sur ses objectifs personnels, et pour cela c'est très important de questionner encore une fois et de comprendre les objections de tes clients pour ensuite pouvoir préparer une liste de réponses pour recadrer tes clients, pour recadrer les objections et les convaincre de te faire confiance. Alors, pense bien quand tu vas faire ton argumentaire commercial que chaque profil de client est différent. Il y a des clients qui ont plutôt besoin de sécurité, il y a des gens qui vont acheter ton produit simplement parce qu'il est moins cher que les autres, il y a des gens qui achètent par rapport à la facilité d'achat, la facilité d'utilisation. Enfin, tu connais peut-être le modèle sans casse, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais en gros, les profils de tes clients dans la vente, tu peux les répartir en fonction de leurs besoins, de leur levier de motivation. Et ces 6 leviers de motivation, c'est la sécurité, donc un client qui aura besoin d'être rassuré, où tu vas lui parler du nombre d'airbags qu'a ta voiture, finalement, ça va le rassurer. Tu vas leur parler finalement aussi en termes d'orgueil. Il y a beaucoup de gens qui achètent des choses pour faire mieux que le voisin, notamment les produits haut de gamme, les produits classe. On va jouer sur l'orgueil des gens pour vendre un produit ou un service. Il y a les gens qui vont acheter quelque chose parce que c'est nouveau. On l'a tous vu, votre nouveau magasin à 200 mètres et autres, la nouveauté, ça intéressera toujours les early adopters, les gens qui veulent acheter l'iPhone 13 alors que l'iPhone 12 n'est même pas encore sorti et qu'ils viennent juste de le commander. Tu vois, tu auras toujours des gens intéressés par la nouveauté. Enfin, tu auras aussi les gens qui veulent acheter ton produit ou ton service tout simplement pour l'argent, parce qu'il y a un super rapport qualité-prix, pour la qualité, parce qu'il est moins cher que les autres. Donc ça, après, c'est encore une fois une question de positionnement, mais il faut que tu aies des arguments à donner en termes de prix, tu peux additionner les avantages, tu peux différencier finalement le prix total du prix que ça coûterait au jour, tu peux leur montrer finalement l'investissement que ça représente et combien ils vont gagner. Si par exemple tu vends des purificateurs d'eau qui coûtent 2000 € l'année, il va falloir que tu arrives à montrer à tes clients que tu vas leur faire économiser et sur leur santé et en termes de consommation d'eau, et que à terme ça va être un bon investissement pour eux malgré le prix qui est cher au départ. Tu vas avoir aussi les clients finalement qui vont acheter parce qu'ils ont de la sympathie pour toi, et ça c'est ton job de vendeur, c'est finalement le seul levier d'achat sur lequel tu as vraiment une influence de par ta posture, c'est la sympathie du vendeur. On s'est tous retrouvés à acheter un produit dont on n'avait pas prévu d'acheter, on se lève pas le matin en se disant aujourd'hui je vais acheter un super produit, mais on rentre dans un magasin, on se fait aborder par un vendeur, il a une belle posture, il parle bien, il est convaincu par le produit, il est dans la certitude, et en plus de ça il est sympa, donc on se retrouve à acheter. C'est la même chose pour toi qui va maintenant être de l'autre côté de la barrière. Donc sois sympa avec les gens, apporte-leur du conseil, montre-leur que tu es quelqu'un de fiable, ça va t'aider à vendre. Et enfin, on a rajouté une lettre au son casse ces dernières années, c'est toute la dimension d'écologie. Il y a des gens qui font très attention à la responsabilité qu'on appelle sociétale des entreprises. Donc est-ce que tu donnes de l'argent à des associations, est-ce que tu pollues, est-ce que tu recrutes des personnes qui sont en difficulté. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent donner aussi envie à tes clients d'acheter. En tout cas, pense bien à spécifier ton argumentaire commercial en fonction du profil de chacun de tes clients. Et pour ça, c'est important dès le début de l'entretien, dès ta prise de contact, pour réussir tes ventes, de questionner ton client et de le comprendre pour pouvoir lui proposer et lui vendre finalement ce qu'il a envie d'entendre, les arguments que lui, par rapport à sa situation, il a besoin d'entendre. Enfin, je te conseillerais, et surtout quand tu démarres en tant qu'auto-entrepreneur, des fois quand on n'a pas le tempérament commercial, on n'aime pas trop forcer la vente, mais en tout cas, la vente, elle est conclue quand elle est conclue. Donc, à la fin de l'entretien, il faut vraiment que tu arrives à inciter ton client à l'action, que tu arrives à le pousser à l'achat, à prendre une décision maintenant. Pour ça, tu peux utiliser des leviers comme l'effet de rareté, lui dire que c'est une offre irrésistible, que l'offre elle va être limitée dans le temps, par exemple, pour créer de l'urgence. En tout cas, il faut vraiment que tu pousses ton client à l'achat, au risque qu'il parte de l'entretien alors qu'il voulait acheter mais que tu n'as pas conclu la vente. C'est un peu comme quand tu vas draguer quelqu'un dans un bar, des fois c'est dans la poche, mais à la fin on va savoir pourquoi tu ne passes pas à l'action pour la dernière étape, le closing. La personne t'attend un moment, puis comme elle te voit pas venir, elle finit finalement par aller embrasser quelqu'un d'autre. C'est pareil, ton client, si au bout d'un moment tu valides pas la vente avec lui, s'il a prévu un budget pour
un produit ou un service qui correspond à ce que toi tu lui proposes. S'il ne l'achète pas chez toi, il l'achètera ailleurs. Donc à la fin, s'il faut, utilise un bon de commande et un stylo avec la fameuse technique signée ici où on part là-dessus, où vous choisissez la voiture rouge ou la voiture bleue. Mais c'est vraiment important qu'à la fin de ton entretien, sauf sur des deals en long terme où là tu vas pas faire du one shot. Quand on parle de one shot, c'est le fait de vendre en une seule fois. Mais quand tu vas vendre tes prestations en tant qu'entrepreneur, ce sera peut-être pas du one shot, il faudra peut-être 2 ou 3 rendez-vous afin de définir toutes les modalités avec ton client, mais en tout cas très rapidement il faut que tu incites ton client à l'achat. Toi ça te permettra d'être clair dans ta tête, de savoir exactement combien d'argent tu vas rentrer ce mois-ci et pas d'avoir des hypothèses de peut-être que lui va me rapporter et autres. C'est important de finaliser ta vente pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Enfin, dernier conseil, quand tu as réussi ta vente, remercie ton client pour la confiance qu'il t'a accordée, rappelle-lui encore les modalités du contrat, explique-lui quand c'est qu'il va être livré, la prochaine fois que tu vas le rencontrer. Rappelle-lui qu'il a pris la bonne décision, rappelle-lui qu'il a bien fait de travailler avec toi, qu'il sera pas déçu et part avec le sourire toujours dynamique pour qu'il garde une bonne impression de toi même après l'entretien. Enfin, la 7e étape, donc pour résumer un petit peu ce que je t'ai dit pendant ce podcast, d'abord tu as dû clarifier ton projet, tu as dû voir un petit peu ton business model, voir un peu comment tu allais gagner de l'argent. Ensuite, tu t'es positionné sur une cible précise avec ta première offre commerciale que tu vas pouvoir commencer à tester et à aller lancer sur ton marché. Ensuite, on a vu les démarches qu'il y avait pour créer ta micro-entreprise, pour faire ça de manière légale, pour être entrepreneur. Enfin, on a vu comment mettre en place ta communication, notamment à travers un site web, à travers les réseaux sociaux et comment faire finalement pour être visible un maximum pour le reste du monde, pour que ton entreprise soit visible. En 5e étape, on a vu des petites stratégies pour te permettre de démarrer rapidement, de trouver tes premiers clients là tout de suite cette semaine, aujourd'hui, en utilisant des stratégies simples, en contactant les gens que tu as déjà dans ton entourage, en utilisant les ressources que tu as déjà. En 6e étape, je t'ai donné quelques conseils pour réussir tes ventes, pour bien cadrer tes entretiens, pour avoir un argumentaire commercial qui est percutant. Donc logiquement, à ce niveau-là, aujourd'hui, t'es micro-entrepreneur, tes démarches administratives, elles sont faites, tu déclares ton premier chiffre d'affaires le mois prochain, en tout cas, ou trimestre prochain, j'espère pour toi. Maintenant, le but, ça va être de croître, de grossir, parce qu'une entreprise qui n'évolue plus, elle meurt. C'est comme un arbre. C'est soit il grandit, soit il fane. On est tous, les êtres humains sont pareils. Et la règle d'une entreprise, c'est pareil. Il faut que tu aies de la croissance. Une entreprise et surtout une start-up se définit que par sa croissance. Donc, il faut que tu grossisses. Je te dis pas qu'il faut que tu ailles recruter toute une équipe et que tu construises une multinationale, mais même pour être motivé au quotidien, il faut que tu aies des objectifs, surtout quand tu démarres, pour augmenter petit à petit ton chiffre d'affaires, pour peut-être réduire tes coûts. Et pour cela, tu vas avoir besoin d'apprendre à gérer ta boîte et apprendre à la développer. Alors, au niveau des démarches administratives, comme on l'a dit, elles sont simplifiées. En termes de gestion, tu vas pas avoir grand-chose à faire. Tu vas recevoir juste ta cotisation foncière des entreprises dans la fin de l'année et ton numéro de siret quand tu vas t'inscrire la première année. Ensuite, comme je te l'ai déjà expliqué, chaque mois, tu vas te connecter sur le site de l'auto-entrepreneur ou chaque trimestre. Moi, d'ailleurs, je te conseille de le faire chaque mois. C'est quand même plus simple, ça évite de l'oublier. Et tu vas te connecter sur le site de l'auto-entrepreneur et tu vas simplement reporter le montant de tes ventes pour calculer automatiquement, ça va calculer tout de suite la somme que tu vas devoir régler en impôts et la cotisation que tu vas donner pour ta formation professionnelle. Donc pense bien à aller déclarer ton chiffre d'affaires tous les mois, même si t'en fais pas, parce qu'on va te mettre sinon une pénalité d'une 40aine d'euros. Donc c'est toujours embêtant de se dire mince, j'ai déjà pas gagné d'argent ce mois-ci, en plus il faut que je paye parce que j'ai pas gagné d'argent. Donc pense bien à déclarer ton chiffre d'affaires. Ensuite, je t'ai déjà présenté, mais tu dois, pour ta comptabilité, avoir un livre de recettes dépenses. Donc, c'est quelque chose de très simple que tu peux faire sur papier ou sur Excel. Mais moi, je te conseille quand même, une fois que tu as démarré, que tu commences à avoir tes premiers clients, d'investir dans un petit logiciel de compta, par exemple, ou même sur le cloud. Moi, je sais que quand j'ai démarré, j'utilisais Sage One. Donc, Sage, c'est une suite de comptabilité, de logiciels de comptabilité qui est très connu. Et le Sage One est adapté aux micro-entrepreneurs. Il est très simple et ça va te permettre de pouvoir déjà éditer des factures et des devis professionnels qui ont beaucoup plus de gueule que si tu les faisais toi-même sur Excel, d'avoir tous tes chiffres sur une même plateforme et d'avoir finalement un outil pour piloter ton activité, pour voir combien d'argent est encore dehors, pour voir combien de résultats tu as effectué sur l'exercice, combien de ventes tu as fait ce mois-ci, d'avoir également ta base de données de clients sur ton logiciel de compta. Donc moi, je te conseille dès que tu peux, pour l'instant c'est pas obligatoire, mais ils en parlent, donc ça risque de le devenir, d'opter pour un petit logiciel de compta. Il y en a même sans doute des gratuits sur Internet, mais en tout cas, ça te permettra déjà d'apprendre beaucoup mieux la comptabilité et de pouvoir gérer et piloter ton entreprise avec beaucoup plus de sérieux et de précision.
Tu auras peut-être besoin aussi de recevoir des paiements en ligne ou tout simplement pouvoir collecter des cartes bleues. En tout cas, il y a souvent des clients qui vont te demander s'ils peuvent te payer par CB parce qu'ils aiment pas, ils aiment savoir que tu es une vraie entreprise et pas te payer en espèces, ou peut-être parce que c'est plus simple pour eux. Donc en tout cas, tu as intérêt à rapidement pouvoir recevoir des paiements en ligne. Alors pour ça, tu peux simplement te créer un compte sur PayPal. Alors ils prennent 4% de frais. Moi, je te conseille d'utiliser Stripe. Alors Stripe, c'est deux petits jeunes qui ont créé une boîte aux États-Unis qui maintenant doit valoir plus de 5 milliards de capitalisation et qui ont pour but finalement de pouvoir permettre à chaque entreprise de créer de n'importe où dans le monde, de pouvoir créer un module de paiement sans passer par une banque pour pouvoir recevoir tout de suite de manière très simple et sans avoir besoin de coder finalement, de pouvoir ajouter sur ton site un module de paiement qui te permet de recevoir des cartes bleues. Donc eux, ils permettent finalement de recevoir des paiements en ligne, mais ils permettent aussi de mettre en place des plans d'abonnement. Donc moi, je t'encourage vraiment à aller utiliser Stripe, voire d'utiliser les deux, d'utiliser Stripe et PayPal, mais en tout cas, ça va te permettre très simplement de pouvoir collecter tes cartes bleues, de recevoir tes paiements en ligne, même si c'est un client que tu vois en présentiel, rien ne l'empêche de l'accompagner sur ton site web et de l'amener à payer par carte bleue. Il reçoit sa facture en pilotage automatique grâce à ton site et autres, mais ça te permettra déjà de gagner en sérieux puis de pouvoir accepter les paiements en carte bleue. Ensuite, pour développer ton entreprise, tu vas devoir apprendre à t'organiser pour réussir. Il va falloir que tu gères ton temps parce que tu as que 24 heures dans la journée. Si en plus tu es prestataire en tant que freelance, tu vas passer beaucoup de temps à faire tes prestations, à faire ta prospection, et il te restera peu de temps pour travailler sur ton entreprise. Et je pense que si tu crées ta boîte aujourd'hui en 2018 ou si tu l'as déjà créée il y a quelques mois ou quelques années en arrière, c'était pas pour te créer un job où tu bosses 2 fois plus que dans un job salarié. Bien au contraire, le but c'est de créer petit à petit un système. Enfin moi c'est ce que je te conseille, de te créer un système qui petit à petit va tourner sans toi, dans lequel tu vas pouvoir déléguer des tâches. Mais en tout cas, avant de pouvoir déléguer des tâches, il faut que tu trouves ton rythme, il faut que tu te crées tes habitudes et que tu te concentres sur les actions qui apportent le plus de valeur à ton entreprise. Par exemple, te demander si choisir la couleur de la carte de visite, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est agréable? Et tu peux finalement faire tes listes d'actions en priorisant ce qui est vraiment utile. Alors c'est pas toujours agréable d'aller prospecter, mais quand tu démarres ta boîte, entre les deux, ce qui est plus important, c'est de parler aux gens et pas la couleur qu'il y a sur ta carte de visite. Donc apprends à prioriser les choses, apprends aussi à t'organiser et à être clair dans ton travail. Alors je sais que l'administratif ça fait peur à beaucoup de gens, je te demande pas de devenir une machine de guerre ou un comptable professionnel, mais simplement de prendre le temps de te faire un joli classeur, d'avoir sur toi toujours les principaux documents de ton entreprise, mettons ton justificatif d'immatriculation, ton RIB, d'avoir des bons de commande, d'avoir des contrats de prestation. C'est quelque chose qui va te sécuriser, qui va te permettre d'être à l'aise en toutes circonstances, d'être toujours prêt à vendre. Idem sur ton ordinateur. Moi, je t'encourage, surtout si après tu gères plusieurs projets. Moi, j'ai toujours 50 000 projets dans la tête, puis j'ai aussi le projet de mes clients. Donc, je suis obligé de vraiment m'organiser. Tu peux utiliser Trello, par exemple, pour gérer ton projet, mais déjà de rien que de séparer sur ton ordinateur en dossier, en sous-dossier, un dossier client, un dossier administratif, un dossier avec tes supports de com, ça va t'aider à chaque fois que tu cherches du contenu sur ton ordinateur, à le retrouver facilement. Et pareil, d'avoir un classeur qui est structuré, où tu perds pas de temps quand tu cherches un papier, ça va t'en faire gagner beaucoup par la suite. Et tu verras que là, c'est qu'on parle de micro-entreprise, mais quand tu as une société après, moi je peux te dire que dans les différentes sociétés que j'ai, tu passes beaucoup de temps à faire de l'administratif, et le fait d'avoir bien organisé dès le départ sa gestion administrative et commerciale, ça va te permettre de gagner beaucoup de temps finalement. Tu peux utiliser de nombreux outils du numérique. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je t'inviterai à aller voir ou je te mettrai un lien dans la description. Mais il y a beaucoup d'outils du numérique aujourd'hui qui peuvent t'aider à bien gérer ton entreprise, à automatiser des tâches ou à trouver des clients. Je pensais à Trello par exemple tout à l'heure. Moi, j'utilise aussi OneNote ou Evernote pour prendre note de toutes mes idées, pour noter les contenus que je veux faire pour plus tard, pour me faire aussi mes to-do list. J'utilise HubSpot. J'ai créé beaucoup de mes fichiers de clients, mes fichiers contacts sur HubSpot. Donc HubSpot, c'est un CRM, un Customer Relationship Manager. C'est finalement un outil qui va te permettre de gérer tes contacts et de voir depuis combien de temps tu n'as pas rappelé les gens, combien de personnes tu as dans ta base de données, qui sont tes clients du moment, qui c'est que tu dois relancer. C'est important d'avoir une base de données de tes contacts qui est structurée. Ensuite, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, pour gagner du temps en automatisant tes publications sur les réseaux sociaux, je t'invite à utiliser Buffer ou HotSuite. C'est gratuit et ça va te permettre de pouvoir passer 1 heure en début de semaine à mettre en place
Instacom et après de plus avoir besoin d'y toucher. Pour faire ton site, tu peux utiliser Squarespace ou Strikingly, on en a parlé tout à l'heure. Tu as peut-être d'avoir besoin aussi de faire des landing pages, de tester finalement plusieurs idées, plusieurs phrases marketing. Pour ça, tu peux tester Strikingly ou il y a Kickoff Lab. Enfin, il y a plein de plateformes qui aujourd'hui qui sont gratuites et qui permettent de lancer des landing pages ou de faire un site web rapidement. Tu vas être amené pour ta newsletter à utiliser un autorépondeur. Donc moi je te conseille Mailjet qui est très bien pour démarrer parce que gratuit mais qui est vite limité. Je te le conseille parce qu'il est simple d'utilisation et qu'il est français. Il sort d'un startup studio qui s'appelle eFounder qui est à Nantes je crois. C'est un très beau logiciel. Ils innovent en permanence dans tout ce qui est email transactionnel. Mais en tout cas il faut que tu choisisses un autorépondeur pour pouvoir automatiser la gestion de tes campagnes emailing et envoyer des mails en pilotage automatique à tes listes de contacts et de prospects. Ensuite, tu vas peut-être être amené à organiser des événements. Alors moi, je te conseille d'utiliser Meetup qui te permet de créer une communauté et d'organiser des événements sur ta thématique ou d'utiliser une billetterie comme Eventbrite. Ça va te simplifier pas mal de choses, notamment à ton lancement. Ça peut être très intéressant d'organiser un petit apéritif dînatoire pour présenter ton lancement. Ça peut te permettre de faire tes premières ventes et puis de fêter en quelque sorte aussi la création de ton entreprise. Je trouve qu'en France, on célèbre pas assez les grandes étapes qu'on passe et c'est super important de se féliciter, de prendre du plaisir à ce qu'on fait pour continuer d'avancer. En tout cas, il y a beaucoup d'outils du numérique et je t'invite vraiment à choisir parmi ces outils ceux qui sont le plus adapté à ton projet, d'avoir par exemple tes documents sur le Drive de Google ou sur autre chose et d'utiliser l'agenda de Google. Ça va te permettre aussi de gagner pas mal de temps pour t'organiser. En tout cas, pense vraiment à optimiser et à gagner un maximum de temps sur des tâches qui sont de maigre importance et de prioriser vraiment tes actions sur ce qui va te rapporter de l'argent et des clients tout de suite. C'est comme ça que tu vas gagner sur le long terme et que tu vas assurer la pérennité de ton affaire. Enfin, pense bien à mesurer au fil des jours finalement et à optimiser tes stratégies de prospection, donc comment tu vas contacter les gens pour trouver les canaux les plus adaptés à ton activité, mais également à travailler ton taux de conversion pour convaincre de mieux en mieux tes clients et avoir finalement de moins en moins besoin d'aller chercher des contacts et puis bien sûr de fidéliser cette clientèle pour assurer la croissance de ton entreprise et augmenter tes bénéfices. Voilà, j'arrive à la fin des 7 étapes qui vont t'aider, je l'espère, à créer ton entreprise, ta micro-entreprise en tout cas en 2018. Si tu veux aller plus loin, si tu es prêt à franchir le pas, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, j'ai créé aussi une formation en vidéo qui va te permettre, c'est plus de 2 heures de vidéo qui vont te permettre en 7 jours d'avoir un plan d'action détaillé pour mettre en place ton projet et construire ton entreprise étape par étape. Donc cette formation, elle va te permettre d'avoir accès à toutes les ressources. Moi, je t'ai mis plein de petits questionnaires pour t'aider à définir ta clientèle, pour t'aider à fixer tes prix. Et puis, tu vas trouver pas mal de contenus qui vont t'aider aussi à réussir en tant que freelance et à trouver tes premiers clients. Donc, si cette formation, elle t'intéresse, c'est une formation qui dure plus de 2 heures avec pas mal de contenus. C'est très intense, mais tu auras toutes les clés, toutes les cartes en main pour démarrer. D'ici là, en tout cas, si tu décides de démarrer en 2018 dans la création de ton entreprise, je te souhaite bonne chance dans ton aventure entrepreneuriale et d'ici là, je te dis à très vite pour un prochain podcast et surtout n'oublie pas, lance-toi dans la vie qui t'active. Allez, à très vite, ciao ciao.